à tous, bonjour Marseille, bienvenue à la Grande Table. Nous sommes en direct et en public de Marseille où nous avons posé nos micros pour une occasion toute particulière, le temps fort de cette année 2013 où la ville est capitale européenne de la culture, l'ouverture au public d'un nouveau musée national. Que dis-je, un musée? C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Dentelle de béton sur joyau architectural. Le MUCEM est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Un musée unique en son genre. Vous savez que c'est le premier musée consacré aux civilisations de la Méditerranée et à leur relation avec l'Europe. Donc il n'y en a pas d'équivalent au monde, à ma connaissance. Nous avons donc le sentiment et la fierté de faire une grande première de ce côté-là. C'est aussi le premier musée national qui a été intégralement transféré de Paris dans une grande capitale régionale. Penchés sur le berceau du nouveau-né, des dizaines de milliers de visiteurs. Ce 7 juin 2013, pour son inauguration, combien d'entre eux savent que cette histoire a débuté il y a plus de 11 ans? 7 ministres de la Culture et 3 présidents de la République plus tard, le MUCEM étincelle. Pourtant, sa gestation fut longue et douloureuse. À la manière d'une échographie, notre caméra a filmé pendant plus de 2 ans les réunions, les décisions, les tensions et les émotions de ses géniteurs. Je te le dis, c'est inacceptable. Je ne viendrai pas à l'inauguration. Discrète, sans bruit, elle dévoile l'intimité de cette conception. Le musée dans la cité. On y est. Le MUCEM, c'est 3 lieux, 2 cubes et un village. Le centre de conservation des collections, dessiné par Corinne Vezzoni, le bâtiment de Rudy Ricciotti, rapidement rebaptisé le J4, et le Fort Saint-Jean. Ces 2 derniers bâtiments relient le vieux port de Marseille et son port de commerce. Les 2 sites où accostèrent et accostent aujourd'hui encore les migrants et les touristes venus de toute la Méditerranée. En s'accaparant ces lieux symboliques de la ville de Marseille, comment le MUCEM va-t-il réussir à se faire adopter par la population locale? Dans ces 4000 mètres carrés de verre et de béton, le MUCEM doit représenter la Méditerranée. Mais avec ses collections exclusivement européennes, quels objets va-t-il acquérir? Musée de civilisation, musée de société, musée du présent. Comment provoquer le débat? Être un musée vivant. Octobre 2011, Rudy Ricciotti accueille dans un préfabriqué du chantier les 5 candidats qui vont concourir pour la muséographie de la grande exposition permanente du MUCEM, la Galerie de la Méditerranée. Le moment est d'importance. Il s'agit d'habiller et de mettre en scène les 1500 mètres carrés du rez-de-chaussée du J4, la vitrine du musée. J'ai fait de la muséographie. C'est un métier extrêmement difficile. Je vous plains, voilà. Je préfère ma place que la vôtre. Parce que vous êtes confronté au risque d'être à 90% d'un échec. C'est pas 2 fois qu'on fera un musée comme ça, national, de l'État, décentralisé, dans une ville en perdition. Voilà. Dans une ville en perdition, je le répète. Vous êtes confronté à autre chose qu'un musée bobo. Quand je dis bobo, le bobo dont je fais partie, comme vous, évidemment. Mais j'aimerais bien que vous partagiez avec moi cette formidable responsabilité politique d'en faire un musée populaire. Ce mot, vous devez l'entendre, même si vous paraît démagogique, du regard populaire sur la question du réel. Voilà, il y a un vrai problème de fond. Il y a un vrai problème de fond. Et ça vous questionne dans le fonctionnement muséographique de savoir quel type de message vous allez envoyer au public qui vient. Parce que ce projet, s'il est raté muséographiquement, muséologiquement, quel gaspillage.
Mon Dieu, mais quel gaspillage. Alors là, bon, vous avez une idée de cette salle magnifique. C'est la plus belle salle, hein, d'ailleurs. Moi, si j'étais muséographe, ça me plairait, quoi. Et là, il y a de l'eau, là, en bas, voilà. Ah, donc, vous c'est imaginez ça, l'eau qui va faire, dit. oui, il y avoir des reflets sur les murs. Ah oui, c'est bien ce que j'ai compris. Moi, j'aimerais éviter les lamelles horizontales, genre un Frébeaugarde avec la fumée, tu vois, la CIA, tout ça, ça peut éviter, quoi, tu vois. Boîte noire ou transparence? Le débat ne fait que commencer. Et c'est le grand défi. Laisser filtrer la lumière du soleil méditerranéen tout en préservant les œuvres dans une semi-pénombre. Autre défi de l'exposition phare, raconter l'histoire de la Méditerranée en 1500 mètres carrés, alors même que cette identité méditerranéenne fait controverse. Le directeur scientifique du MUSEM prend le parti de comparer la Méditerranée aux autres berceaux de civilisation, pour en dégager 4 singularités. Voilà, les blés, c'est une singularité de la Méditerranée. Qu'est-ce que vous voyez d'autre qui serait singulier à la Méditerranée? Par exemple, je me suis amusé avec l'ethnologue Bromberger. À ce jeu-là, il m'a dit « Ah ben l'honneur, c'est très important en Méditerranée ». Je lui ai dit « Oui, d'accord, mais est-ce que c'est pas important au Japon, par exemple ?» Ce dont on va parler, c'est en quoi les civilisations de la Méditerranée ne sont pas comme les autres. Voilà. Donc la deuxième, c'est le monde des monothéismes, traité autour de Jérusalem. La troisième, la Méditerranée, c'est le monde qui a enfanté la citoyenneté. Et la quatrième, c'est la Méditerranée qui va non pas inventer les voyages, mais inventer les routes qui permettent un contact direct des continents les uns entre les autres. Trois mois plus tard, le jury est réuni pour choisir l'état d'esprit de ce lieu singulier, son muséographe. Préambule. Nous ne sommes pas un musée de beaux-arts, ce qui ne veut pas dire, et ça c'est très important, que nous n'accordons aucune importance à l'esthétique des œuvres. Mais vous prenez un tableau de Manet, par exemple, à lui tout seul, il donne sens. Par contre, dans notre domaine des musées de société, c'est effectivement une résonance entre plusieurs types d'objets qui doit mettre en valeur une idée. Et donc ça, il ne faut pas perdre de vue de ça, c'est-à-dire que l'objet n'existe pas tout seul dans notre domaine, il existe dans une relation à d'autres objets pour exprimer une idée. Les termes du débat sont posés. Il faut maintenant choisir l'un des 5 projets. Il y a des muséographies qui s'inscrivent de manière très légère et des muséographies ou des écritures qui sont beaucoup plus, entre guillemets, architecturées. Donc ça aussi, ce sera un choix parce qu'effectivement, en termes d'image, c'est quelque chose de très important. C'est aussi important en termes de, je dirais, renouvellement, de possibilités de modularité, d'évolutivité, etc. Chaque singularité, chaque représentation est faite sur un tapis. Et des volières qui viennent comme des vitrines, en fait. Une écriture qui ne met pas à distance le visiteur. Un bateau, C'est un point fort. un rivage également. Photographie de Dédale, on se perd de l'architecture dans l'architecture et pas forcément au profit de la muséographie. Un système de voiles, Un système qui est les actuellement voiles de la peut-être Méditerranée. trop répétitif. Voilà. Le site archéologique, avec lumière. Une emprise au sol qui est très très investie dans l'espace. On pourra difficilement y accueillir des groupes. L'idée de faire 4 univers, C'est vrai que c'est une belle écriture, mais est-ce que c'est l'écriture 4 de la stratégies différentes. Puisqu'on est architecte, avant d'être scénographe, on regarde où on est. On regarde où on est à Marseille. Le lauréat du concours est une lauréate, Adeline Rispal. Elle va présenter son projet devant des architectes, muséographes, paysagistes, graphistes, tous ceux qui interviennent au J4 et au Fort Saint-Jean. Chaque singularité, est décomposée en 3 parties. La première, c'est qu'on m'a interpellé, les visiteurs. Dans la deuxième partie, on a
Le développement du projet scientifique du conservateur est là avec des collections essentiellement. Et dans la troisième partie, on propose des clés de compréhension de nos sociétés, des sociétés de la Méditerranée en plein mouvement. Il y a des collections sensibles à la lumière. Oui, mais attends, ce sont des... Alors, les collections sont constituées de 2 fonds différents. Un, c'est le MUSEM, et les autres, dans la grande galerie, ce sont beaucoup de collections empruntées. Alors là, quand on emprunte, on a un devoir de conservation préventive. Donc là, on est plus contraignant. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est plus contraignant. Donc on propose d'avoir des voiles perpendiculaires à la façade, qui suivent donc les poutres, et qui génèrent progressivement, quand on vient dans la profondeur, vont générer une plus grande protection, on va dire, de la lumière du jour, et surtout qu'on soit toujours en vue directe sur l'extérieur. On n'est pas cloisonné. C'est pour ça que ton store opaque, ça serait un non-sens. Ils veulent une opacification, comme ils veulent des portes avec des clés sur les portes, avec des bureaux individualisés. C'est le rêve de toute bureaucratie fasciste, c'est comme ça. Fabriquer du pouvoir sur l'espace. Voilà un couloir constitué de simèses. Pour réussir le pari d'une implantation en terre marseillaise, il est nécessaire d'être rapidement apprivoisé par les Marseillais. 30 mois avant l'ouverture du musée, un comité d'usagers est créé. Il réunit des habitants auprès desquels sont testés les choix pratiques, artistiques, éditoriaux. Le vêtement qui détermine quelque chose. L'échantillon n'est certes pas représentatif, mais c'est un groupe dont on peut mesurer les réactions, les silences, les doutes. Donc aujourd'hui, on voudrait vous faire réagir par rapport à cette proposition de cette muséographe. Qui veut s'exprimer? On ressent le bâtiment, ça fait sympathique, décontracté, ça fait pas musée. J'ai l'impression que c'est très très grand, alors que si on cloisonne comme dans certains musées... Il y aurait de la lumière en fait. Ça fait une sorte de balade dans un sentier où on peut croiser... Donc vous pensez que ça ne fait pas vraiment musée, quoi? C'est une innovation dans le sens là où on se plonge dedans et à nous seuls de... Par contre, si on est tellement perdu, après, je sais pas ce qui peut se passer. Voilà. Et puis, je trouve ça quand même dommage qu'on commence pas par la citoyenneté, quoi. Oui, j'ai souhaité, là c'est mon vœu, que les domestications qui posent un peu le cadre méditerranéen, qui sont un peu plus sévères d'ailleurs que le reste, quelque part, soient quand même en introduction pour poser un peu les limites historiques. Par exemple, on commence au néolithique, c'est à cause des agricultures, etc. Donc, enfin, pour moi, là, les domestications, c'est plus banal. Ça ressemble plus à un musée, et du coup, les publics qu'on a envie d'attirer dans ce musée, qui ne sont pas forcément ceux des musées, s'ils rentrent là-dedans, ils vont dire que c'est comme d'habitude, ils flûtent, quoi. Radio Grenouille. Travelling Musen, c'est parti. Le département des publics a une mission délicate, faire évoluer l'image du MUSEM. Car avant même le premier coup de pelle, les réticences sont énormes. Coquilles vides, délais impossibles à tenir, parisianisme, opacité. Il va lui falloir communiquer pour séduire les Marseillais, à commencer par les voisins immédiats du musée qui ont même tenté de faire annuler le permis de construire. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on va amener, permettre, faciliter la fréquentation de ce musée aux élèves, aux jeunes, qui ne sont pas forcément habitués à aller dans les musées, sachant en plus que souvent, ils le voient un petit peu d'un mauvais œil, ce musée, parce qu'il est sur le J4, qui était un lieu très fréquenté par les gamins du quartier, un lieu de pêche, un lieu où ils s'amusaient beaucoup, donc qui était un peu leur lieu. Donc ils voient un peu ce mastodonte là qui arrive comme un intrus, et moi ça m'intéresse beaucoup de voir comment on va faciliter cette fréquentation, comment on va faire en sorte qu'ils ne se sentent pas intimidés. Voilà. Et pendant que vous le faites, vous êtes très concentré et vous pensez très fort à quelque chose, à un vœu. D'accord ? Le département des publics va donc participer à la fête annuelle du Panier, le quartier le plus proche du MUSEM, le cœur historique et sentimental de la ville. Monter des projets avec les écoles, collèges et lycées. Dans la section Jérusalem dont je m'occupe, il y a une maquette. Rencontrer les partenaires sociaux des quartiers nord. On est dans des idéaux de partage, là, on est bien sur ça. Et même ouvrir le musée pendant le chantier. Combien ça a coûté? 55 millions pour la région. Voilà. Et pour l'État, 129. 129. Ouais. Autre initiative, le studio photo mobile. Il sillonne pendant un an la ville et invite les Marseillais à se faire photographier avec l'objet symbole de leur lien à la Méditerranée. Le photographe Paul Ladouce est aux commandes. C'est parfait. Mets-toi légèrement de côté. Voilà. Il est pas beau ce citrus, hein? Regarde-moi. Oui.
Là, il va falloir que vous me mettiez en scène, parce que les lunettes de soleil, quand même, c'est pas... Un premier succès, 1 millier de photos en une année. Mais pour réussir son implantation à Marseille, le MUSEM dispose d'un atout majeur, le Fort Saint-Jean. Fermé au public depuis la Seconde Guerre mondiale, érigé à l'entrée du Vieux-Port au beau milieu de la cité, il fascine des générations de Marseillais. Après 70 ans de fermeture, une vie d'homme, le MUSEM va rendre leur fort aux Marseillais. Mais c'est assez marrant quand on reconstitue des ruines et qu'on les refait dans l'état où elles étaient, où elles ont été construites, les gens trouvent que ça fait trop neuf. C'est pas l'américaine pour l'instant. Hein. Ah bah heureusement, Non, mais alors là, je veux dire, on est en train de passer dans les guide Michelin de vol des tours à il faut y aller, quoi. Je t'ai raconté que je connais quelqu'un qui m'a dit c'est génial ce que tu fais, etc. J'ai commencé à réfléchir avec mes collègues pour inscrire la traversée du Fort Saint-Jean et la passerelle du bâtiment rez-de-chaussée dans le parcours GR qui traverse Marseille. Relier les bâtiments du MUSEM entre eux. Relier un peu de Marseille au MUSEM. La passerelle entre le Fort Saint-Jean et le J4 faisait partie du projet initial. Mais au beau milieu du chantier apparaît une nouvelle envie. Raccorder le quartier du Panier directement au musée. Ici, la deuxième passerelle du Fort Saint-Jean, une idée que je trouve absolument, du point de vue urbanistique, extrêmement intéressante. Donc c'est relier un dispositif piéton à un dispositif populaire, c'est-à-dire relier sur une grande boucle de circulation le dispositif du MUSEM, partie J4, partie Fort Saint-Jean, centre historique du Panier. Je trouve ça formidable et c'est une belle idée qui a pu aboutir, une belle idée collective, je dois dire, hein, notamment à l'initiative très vite du maître d'ouvrage. Voilà. Et la ville a suivi. 2 passerelles, comme 2 traits d'union. Et entre ces passerelles, dans le dédale de ce fort, les aménagements extérieurs se dessinent. Un parcours paysager, le jardin des migrations. Le jardin promenade, c'est simplement un fil conducteur qui vient se glisser dans cette conversation entre le fort et son site, et sa géographie, et son histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, tous ces paysages de vignes, d'oliviers qui font la Provence, ces plantes sont arrivées avec les Phocéens en 680 avant Jésus-Christ, et qu'avant, je dirais, le paysage d'origine, c'est pas celui-ci. C'est tout ce lien entre l'histoire des hommes et l'histoire des plantes et leur migration qui est en cause. Un jardin de 12 000 mètres carrés, avec des points de vue totalement inédits sur Marseille, et une place qui pourra accueillir aussi bien concerts que projections en plein air. Ne pas oublier qu'il y a quand même, pour la majorité des Marseillais, un parcours hors douane, qui est un parcours urbain. Pour des Marseillais qui n'ont jamais connu le Fort Saint-Jean, ils ne sont jamais rentrés de leur vie dans le Fort Saint-Jean. Et donc je pense que là, il y a vraiment un moment de découverte important sur lequel il y a quand même toute une approche informative qui est à faire. Grâce à ces passerelles, les visiteurs pourront, sans prendre de billets, entrer indifféremment par le J4 ou par le Fort Saint-Jean. Accéder à tous les espaces ouverts du musée, ses terrasses, ses coursives, ses jardins. L'entrée, elle n'est pas là, elle est là. Elle est là. Le polichinelle, il n'est pas là? Merci. Le Fort Saint-Jean se consacre au temps des loisirs. 850 mètres carrés d'exposition répartis en 25 salles. Un vrai pari pour la muséographe Z. Casalas. L'histoire, c'est qu'on est dans un dédale, on l'assume, on rentre dans un endroit, c'est une histoire qui se raconte, on sort, on a envie d'aller ailleurs, on raconte une autre histoire. Chaque vitrine doit être un début et une fin en soi. Je ne veux pas qu'il y ait une signalétique traditionnelle avec le titre, le texte, etc. dans chaque salle. Pour moi, c'est out, c'est mort, quoi. C'est un truc qui va faire fuir les gens, puisque notre grande théorie, c'est de dire on va au fort comme on va à la plage. On traverse le fort en maillot et en tatane, quoi. Donc moi, je pense que ça, il faut le garder. Il faut que les gens rentrent comme ça par hasard, disent ah ouais, c'est ça.
Le MUSEM a hérité des collections des ATP, le Musée parisien des arts et traditions populaires. 1 million d'objets se préparent à être transférés à Marseille. C'est le chantier des collections. Mais son implantation à Marseille et cette nouvelle identité méditerranéenne l'ont conduit à développer une nouvelle politique d'acquisition. C'est l'objet de cette réunion de juillet 2011. Là, autour de cette table, s'esquisse le contenu du futur MUSEM. Bien. Rapporteur Édouard Delobry, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, je vous propose une campagne d'acquisition sur le thème de machines hydrauliques qui se trouve actuellement dans la région du Fayoum, en Égypte. C'est un des systèmes hydrauliques qui permet l'élévation de l'eau. Alors, cet objet, dont la technologie est très ancienne, la sakié arrive en Égypte à peu près au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui était extrêmement courant en fait dans la plupart des régions du sud de la Méditerranée. Ça correspond donc tout à fait à nos priorités, puisque c'est un élément oui, c'est important de l'eau, c'est un point très dans fort. une des sections des galeries permanentes. 9 mois plus tard, la sakié s'est écroulée. Elle a été démontée, désinfectée et rapatriée d'urgence en France. Il faut la remettre en état. Votre sentiment, déjà? Peut-être qu'on va passer plus de temps à le consolider ou à trouver des solutions pour le... On exclut le fait qu'il faille en refaire une neuve, ça c'est exclu, puisqu'on veut l'objet avec sa patine. Est-ce qu'on peut pas en faire une neuve et mettre l'autre à côté pour dire comment c'était avant? C'est pas prévu du tout comme ça. D'accord. Est-ce qu'on restructure tout ça? Ben là, moi, je pense qu'on doit pouvoir le recaler. Oui, parce que l'idéal, ce serait de la démonter complètement. Voilà, moi, ça me choque pas. On verra rien. Là, il faut la désolidariser complète. Ouais. Ça sort pas de chez le vendeur, voilà, c'est ce qu'il faut qu'on se dise. Qu'on voit que ça a vécu, que ça a servi, qu'il y a eu de... Voilà. Derrière ça, c'est à nous de savoir raconter à quoi ça servait, qui l'utilisait, comment c'était utilisé, dans quel état d'esprit. Enfin, ça nous aide à raconter, nous, la réalité des choses. Cette acquisition s'inscrit dans la grande histoire des arts et traditions populaires et participe ainsi à la sauvegarde du patrimoine méditerranéen. Seulement voilà, rapatrié en urgence, l'enquête n'a pas vraiment eu lieu, il faut retourner sur place. On ira là où était la sakié avant. L'endroit sans la sakié. Voilà, l'endroit sans la sakié, exactement. Oui, oui, oui. La sakié, elle appartenait à 15 personnes? Oui. Oui. Mais c'est lui, c'est le chef. D'accord. Et en fait, il était le chef de quoi? كل واحد كان ليه نصيب في المي. يعني له ايام او ساعات ياخد. Partage l'eau. Oui. Et c'est le monsieur le Hagi Saïd qui organise. Qui organise. Voilà. Ce que je voudrais savoir. Bon, déjà, quand est-ce qu'elle a arrêté d'être utilisée, la sakié? Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. D'accord. Elle avait été construite en quelle année? Plus de 100 ans. La sakié qui était là, elle avait 100 ans. Non. Plus de 100 ans, il y a une sakié ici. D'accord. Mais chaque période, elle change de pièces, de rôle, de tas, etc. Mais toujours là. Elle arrosait toutes les terres qu'on voit là. Voilà, oui. Jusqu'à la route. Oui. On peut aller voir? Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, c'est comment on attelle, comment on met la vache. Là, dans la sakié du musée, il y a cette pièce-là, mais il n'y a pas cette pièce-là. لا دي بقى كل واحد عامل له واحده من دي عشان يقلعها مع. J'arrive là à la sakié avec ma vache avec cette pièce. Et ça, est-ce que quelqu'un a encore la pièce? Parce que pour le musée, ce serait bien d'avoir cette pièce-là aussi. Mais dans les propriétaires, plus personne n'a cette pièce-là. Non, parce que c'est... Le fonctionnement de la sakié, l'organisation du partage de l'eau, le cycle des cultures dans cette région du Fayoum. Édouard Delobry est venu collecter toutes les informations qui permettront de documenter le plus précisément possible l'objet. Les murs de soutien de la sakié étaient en briques, cuites et crues.
Même si l'idée n'est pas de reconstituer dans le musée des murs à l'identique, l'enquêteur veut comprendre la fabrication de ces briques. C'est une entreprise de famille, de son père, de son grand-père. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Ouais. Et quand est-ce qu'on est passé des briques à la main à des briques à la machine? À partir de 85. Est-ce qu'on peut voir le four? Et pour restaurer la saké, il va falloir des clous traditionnels, forgés en Égypte. Oui. Ah, qui sont écroulés. Comme ça. D'accord. Ça vient le prix de la saké, c'est le même, hein? C'est dans le chantier naval Borg, dans l'anse du Pharaon, juste en face de sa future demeure, que la saké est restaurée. Avec son tronc de 8 mètres, la saké est un objet monumental. À elle l'honneur d'entrer la première dans le Mucem, toujours en chantier. D'abord, mais je crois qu'on n'arrivait pas à porter bouger. Ils sont encore allés vers là-bas. Vers nous, Nan. Vers nous. Soulève. N'est pas dedans. Là, moi j'y suis. Ah, ok, non, mais hop, hop, on vient un peu. Hop, là. Encore un peu, Nan. Encore. Hop, bouge pas. Non, il n'a pas le juste. Il y avait une autre pièce de bois, et donc l'animal était inséré entre cette pièce-là et l'autre. Mais d'après ce qu'ils m'ont dit sur place, chaque paysan arrive avec sa bête et son bout de bois. C'est pour ça qu'il n'y est plus. Qu'est-ce qu'on fait pour les dents alors? On les laisse bois nature ou on les maquille? On les maquille, non? Un petit peu. Moi je pense qu'on les met quand même. Oui. C'est du goudron que je mets dessus. C'est du goudron. C'est ce qu'ils mettaient aussi. Hein. Bon, on le voit à l'intérieur des... Tout l'intérieur est neuf, le roué là. Montrez-moi. Là, ces pièces-là, toutes ces pièces-là, c'est tout neuf. C'est vrai? Bois neuf. Waouh. C'est vraiment super réussi. C'est pas mal. Ah, je me suis régalé. C'est un super résultat. La muséographie peut maintenant être mise en place. Il reste 2 mois avant l'ouverture. Mais après, évidemment, c'est vos choix. Il faut permuter les pièces qui étaient prévues ici. Ou Avec un truc tout simple comme ça, comme ça. Naturel. Comme ça. Voilà. C'était le principal moyen d'éducation utilisé par le Sela égyptien. Dans l'espace de l'exposition permanente, intitulée La Galerie de la Méditerranée, se trouve Raphaël. Pourquoi, Raphaël? M'entendez-vous? Je vous entends, Caroline, et je suis là avec Zev Gorarié. Voilà, Zev Gorarié, qui est le commissaire général de cette exposition permanente, La Galerie de la Méditerranée, qui est au rez-de-chaussée et qui présente les grandes étapes de l'histoire des civilisations de ce bassin méditerranéen, Raphaël. Oui, c'est exactement ça, Caroline. On est rentré, évidemment, on n'a pas fait la queue, heureusement, parce qu'elle est très très longue en ce jour d'ouverture. La première chose qui frappe, c'est ce système hydraulique, Zev Gorarié. Pourquoi fallait-il montrer cette imposante roue qui vient, je crois, d'Égypte?
Écoutez, c'est d'abord parce que l'eau est essentielle. Nous sommes devant une sakié, une roue hydraulique qui a amené l'eau dans les champs du Nil. Et du coup, ils vont créer des systèmes complexes d'irrigation qui eux-mêmes sont à l'origine de sociétés complexes. Les premières cités, Sumer, Memphis, et les premiers États et les premiers royaumes. On regarde un peu autour de nous, on voit une hutte, un bateau et ce qui ressemble à un système hydraulique mais plus actuel. Qu'est-ce que c'est? On dirait une œuvre d'art contemporain. C'est une œuvre de l'Israélienne Sigalit Lando et ces robinets sont liés les uns aux autres pour rappeler que l'eau est rare et qu'elle n'est pas à dépenser inutilement. Vous le voyez, Caroline, on est déjà même sur... Marier art contemporain et objet traditionnel et inviter le visiteur à s'interroger. C'est bien l'une des spécificités du MUSEM, musée du XXIe siècle. La Méditerranée. Sortir du regard eurocentré. Dans le cadre d'une exposition temporaire, Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen, le commissaire de l'exposition fait du regard inversé le principe même de son exposition. Retour plus d'un an avant l'ouverture du musée, printemps 2012. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit qu'on parlait du rêve méditerranéen et que le rêve méditerranéen tel qu'il s'est construit, c'est principalement un rêve européen. Et que donc on devait laisser place à d'autres rêves. Et que celui de ceux qui ont non seulement résisté à la conquête comme Abdelkader, il était porteur de notre rêve. On essaie de se donner les moyens de passer de l'autre côté du miroir. Et ça, je crois qu'il faut que ce quelque chose-là soit perceptible dans l'écriture scénographique. Il faut avoir une autre façon aussi de présenter des documents pour que le visiteur soit amené à lire autrement les choses. Et donc, du coup, à lui faire sentir que là, il y a un autre point de vue qui est donné. On a là un très beau document qui est la une du Time de Abdelkrim El-Khattabi. C'est pas une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on fait une exposition de civilisation, mais pas une exposition de beaux-arts, et on fait pas une exposition d'histoire non plus. Été 2012, le J4 n'avait encore ni planché ni résille. Le noir et le bleu. D'un côté, la Méditerranée, ses tragédies, ses drames, et de l'autre, sa poésie. Le contenu a été approuvé. Reste aux instances nationales à valider le dispositif scénographique. Donc la proposition aujourd'hui, c'est d'avoir un miroir qui soit quasiment tout hauteur dans l'axe de l'exposition et qui décale en fait le regard, la perspective qu'on pourra avoir. On est quand même dans le rêve, et donc le rêve et le miroir, ça se croise. Et avec l'idée que ce miroir va créer un petit effet d'optique qui peut un peu jouer comme un trompe-l'œil aussi, dans la mesure où au fur et à mesure qu'on s'approche, on va comprendre ce que c'est, mais ça peut créer aussi une perspective intéressante. On arrive sur le texte d'introduction, puisque voilà, l'ouverture est... L'idée, c'est que dans l'ouverture, il n'y a rien. On se délecte, on s'interroge, on regarde Goya et Miro, et c'est déjà bien. Donc ensuite, on rentre dans un espace... Ici, conquête et civilisation. Qui est rythmé par conquête de l'Égypte, le regard égyptien, conquête de l'Algérie, le regard algérien. Ce qui est un des enjeux de ce musée de civilisation, c'est de ne pas avoir simplement un regard européen sur l'histoire et sur les choses. Autre enjeu, la vue sur l'extérieur, la lumière et les rideaux. Donc le principe scénographique qui a été adopté ici, c'est que les cimaises protègent de la lumière, évidemment, les œuvres, en complément d'un système de rideaux dont on nous parle depuis assez longtemps. Par exemple, ici, dans cette salle, on a décalé la cimesse pour pouvoir donner au public la possibilité d'avoir un point de vue sur l'extérieur du musée. L'invention du XIXe siècle, c'est la mer. Et donc, l'idée de faire une percée pour voir, non pas la pénétration des quartiers nord dans le MUSEM, comme le suggère l'architecte, mais le dégagement sur l'entrée du port paraît une assez bonne idée. Alors, décryptage. 2 semaines auparavant, la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, visitait le MUSEM.
Rudy Ricciotti est revenu sur la transparence. Son bâtiment doit rester ouvert pour tendre la main aux jeunes des quartiers nord. Ce système de rideau, il n'est pas encore défini, hein, je parle de mémoire. Il n'est pas encore validé. Par contre, ce qui avait été totalement remis en cause, c'est le principe des stores. Ouais. Mais on a demandé donc une occultation type double rideau à 100%. D'accord. Après, il y a un moment de la journée où, étant donné l'orientation du bâtiment, la lumière passe au-dessus des cimaises. L'architecte, il est intéressant par rapport à son bâtiment, mais quand même, dans un musée où il y a des expositions, il se trouve qu'il y a quelque chose qui s'appelle des œuvres. Et je sais que tu as fait la même remarque pour les arts de l'islam. Oui, c'est pas ça qu'on est en train de remettre en cause. Il faut trouver une solution qui soit acceptable. 3 semaines plus tard. Ça refait en fait. Et ça ferme sur combien de longueur, on peut avoir? Et on ouvre les deux en même temps, comme chez ma grand-mère. Comme quoi. On lit bien. Oui, on lit bien. Évidemment qu'on lit mal. Évidemment qu'on lit mal. Non, mais si t'as le rideau noir partout derrière, ça va. Sinon... Si tu veux un rideau noir derrière, il fallait construire un musée, 3e sous-sol. Mais je sais bien. Le 3e sous-sol à Paris, quoi. Ah mais non, mais moi je suis... On vaut mieux que ça ici. Non, mais moi je veux pas de rideau noir, mais par contre je veux pas de foin. Gérard, du coup, peut-être que ça vaudrait le coup, pour avancer toujours sur le sujet des rideaux, de faire un montage de 2 épaisseurs de celui-là, plein ouest, et, ou alors, allez, on est plein sud. Bah ouais, on n'avancera pas sur le sujet. Si on n'a pas un luxe mètre et on se fait ça toutes les 2 heures. Si tu veux l'obscurité, on ne l'aura jamais avec ça. L'obscurité, c'est du On mur. parle pas d'obscurité, on mur parle noir. de 50, 70 luxe. 50. Je peux pas te faire un échantillon comme ça qui fait 2000 mètres carrés. La lumière qui est là, il y en a qui vient de là, il y en a qui vient de là. De toute façon, elle sera toujours négative. Pourquoi elle sera toujours négative? Parce que tu n'auras jamais les 50 luxe. Elle sera moins bonne que si on a tout, mais ça donnera une idée. Rispal, elle n'a pas besoin du rideau noir. Et elle n'a pas besoin... Moi je suis désolée, mais il y a des pièces que je ne laisserai pas si... Il faut arrêter le discours consistant à dire la transparence. C'est illusoire. Ce ne sera pas transparent. Bah bon, on va pas revenir, on va pas faire le débat, on l'a fait 40 000 fois. Avril 2013, le noir et le bleu se mettent en scène. Conquête et civilisation, domination et affirmation, bleu tourisme, noir mafia. Un parcours qui commence au XVIIIe siècle pour se terminer aujourd'hui. Une exposition pour prendre la mesure de ce rêve, malmené des 2 côtés de la Méditerranée. Le rêve méditerranéen. Le jour où le bleu de Miro arrivait, à ce même étage, juste de l'autre côté du couloir, s'installaient des Playmobil, des Ken, des Barbie. À Barbie C'est ça aussi, le Mucem. Mais j'avais un soutien-gorge. Nous sommes dans la seconde exposition temporaire du J4, intitulée « Au bazar du genre, féminin-masculin en Méditerranée ». Le genre, particulièrement en Méditerranée, est un sujet éminemment polémique. Jusqu'où peut-on aller? Le comité d'usagers a bien sûr été consulté. Moi, j'attendrais une exposition politique engagée. Engagée. Voilà quoi. Et on peut la rendre aller plus loin, quoi, tu vois. Oui, moins classique. Et faire une politique éducative directe, quoi. Un truc engagé, quoi. À un moment donné, on voit bien le rôle de l'école. J'étais enseignante. On a beau faire des actions, des activités, des actions fortes, de la politique. Mais les états d'esprit, ça ne se transforme pas comme ça, quoi. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Contemporain pour... Au commissaire de l'exposition de justifier le choix d'un tel sujet. Donc c'est un sujet qui touche au contemporain. C'est pour ça qu'on a voulu le traiter. Et une des difficultés de cette exposition, c'est ne pas faire apparaître le Sud comme voilà, une région un peu sous-développée parce que les islamistes, parce que le voile, parce que la virginité... Vous voyez, tout ça fait que bon, c'est une exposition complexe parce qu'elle parle de choses qui sont très très sensibles. Et dans une exposition, le moindre détail a son importance. Pour une simple vitrine qui dénonce le sexisme des jouets, l'équipe de l'exposition est face aux socleurs,
Le socleur est la personne chargée de fixer les objets dans la vitrine. On peut faire ça aussi. Hein. L'évolution de l'espèce. Il faut intercaler, effectivement. Ouais, c'est juste tragique, son destin est tragique par rapport aux autres, quoi. Et tu peux pas le mettre en bas? Ah bah non, alors... Non. Non, mais attention, on alterne, je réfléchis. Non, alors là, en plus, tu la mets en bas, ouf. Pour cette exposition, une autre enquête collecte. Documenter les croyances liées à la fécondité en Méditerranée et rapporter des objets témoins de ces rites. Des objets plutôt simples que l'on n'imagine pas vraiment dans un musée. Pour mener cette mission, Manuel Pénicaud, anthropologue, s'est rendu en Italie, dans le sud du Maroc, en Turquie. Il est à Bachkovo, en Bulgarie, pour le pèlerinage du 15 août. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est ça. Ouais. Des C'est petits des vêtements et des vêtements neufs. Des vêtements neufs pour bébé, ouais. Ouais. Alors pour bébé, donc soit ce que tu disais pour guérison ou pour demande d'enfant, quoi. Donc les deux sont possibles. C'est quoi ce qu'il y a au centre? C'est un puits, c'est quoi? C'est des vœux, sans doute. C'est des vœux? Surtout, on va juste jeter un œil. Je te remercie, Sainte Mère, d'avoir fait revenir mon enfant. Je t'aime. Manon, tu peux venir? On a trouvé 2 messages qui sont liés aux enfants, la maternité, tout ça. Et il y en a un qui est très très intéressant. Tu peux le lire, Marie? Ouais. Vagno et Zlatito, donc c'est 2 prénoms d'hommes, sont venus ici et ont prié Jesus de leur donner de la joie et, pourquoi pas, si Dieu le veut, un bel enfant un jour. Avec un smiley. Avec un petit smiley. Donc c'est le message du haut, hein. Oui. Une incursion en Bulgarie. Aucune de ces côtes n'est bercée par la Méditerranée, c'est vrai. Mais elle appartient à ce bassin de civilisation. Bassin qui, pour le Mucem, ne se réduit en aucun cas à une aire géographique, mais bien à un espace culturel. Elle a des demandes particulières de... А дали отправят някакви специални желания? Не, искам да сме живи и здрави, детето ми да е здраво, да има късмет. Bonne santé, et que son enfant soit sain et qu'il ait de la chance, c'est tout. Vous pouvez essayer de lui poser une question, ouais. Добър ден, може ли да ви задам един въпрос? Да. Ah, bravo. Elle fait partie de ces gens-là qui ont déposé un vœu pour avoir un enfant et elle a eu un enfant. Elle peut nous raconter quand c'était, qu'elle nous как raconte. станало, дали това ли е Доста детето? години нямахме, дойдехме тук, помолихме се, вързахме се за щастие, да имаме дете и се сбъдна. Pendant plusieurs années, ils n'ont pas eu d'enfant. Et ils sont venus ici, ils ont prié, ils ont accroché quelque chose et ils ont eu un enfant. L'enquête se termine. C'est l'heure des emplettes. J'ai du mal à imaginer ça dans un musée, quand même. Et ça, Manuel, c'est un collier avec la Vierge et l'enfant. Ça se verra pas assez dans un... D'accord. Et ça, là, avec le mauvais œil. C'est très typique des Balkans, ça, le mauvais œil en chrétienté. Oui, mais justement, c'est ça qui est original. Ok, laisse partir. C'est pas mal, hein. A priori, on prendrait celle-là demain. Et on aurait besoin de savoir qui l'a écrite en premier et qui l'a fait la copier aussi, tu vois. Retour à Marseille. Dans la section Citoyenneté de la Galerie de la Méditerranée, l'objet monumental est un pan du mur de Berlin. La libre circulation est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. 3 mois avant l'ouverture, coup de théâtre, on apprend que le mur, estimé à 2,5 tonnes, pèse en réalité 4,5 tonnes. Je suis atterré par le fait qu'on puisse simplement penser qu'on ne le mettra pas parce qu'il fait 2 tonnes de plus.
c'est très étroit. Donc ça veut dire que cette partie étroite sur 3,50 m, il faut la répartir. On peut la mettre en appui sur le plat. Voilà, il faut la répartir sur 1,50 m de chaque côté. J'ai vu transporter, par exemple, au musée de l'Homme, au Moraille, la statue de l'île de Pâques. Alors il y a une assise qui est plus grande que le mur de Berlin, mais il est beaucoup plus lourd. Hein. Moi aussi, j'ai transporté des aquariums de 7 tonnes, de 8 tonnes, de 9 tonnes, etc. Mais je veux dire, on avait une installation, ça coûtait la peau des fesses, quoi. Donc on est bien d'accord, c'est possible. Ah oui, ça coûte. Non, mais... Oui, mais je veux dire, là... C'est juste une catastrophe pour nous. Je veux dire, c'est pas la peine de payer, je sais pas combien coûte cette exposition. Là, on parlait du prix d'une voiture à propos de la vitrine. Mais combien ça coûte cette expo, là, de la Grande Galerie? 5 millions d'euros, voilà. Donc 5 millions d'euros, si on n'est pas le mur de Berlin, c'est une catastrophe. Je veux dire, tout s'effondre. On enlevait tout le parquet. Mais il faut l'enlever sur 10 mètres carrés, le parquet. Non, 10 mètres carrés sur tout le chemin. Oui. Si on décide de le faire, on le fait. Et on a ce problème. Le truc fait 2 tonnes de plus. On sait que les solutions existent. Mais ces solutions vont nous coûter en temps, vont nous coûter en dérangement, vont nous coûter en plein de choses. Alors, la guillotine, on a vérifié son poids. Oui. C'est bon. Là, faut le plancher derrière toi, la pose pas dessus. De l'autre côté, voilà. Bougez, tiens. Allez! À 5 jours de l'ouverture, l'accrochage passe à la vitesse supérieure. Le 4 juin, François Hollande inaugure le musée. Voilà ce que je souhaitais vous dire. C'est un mariage pour tous. Tous ensemble, tous unis, tous solidaires. Allez, vous êtes le bienvenu à Marseille. Je pensais venir à une inauguration et je suis maintenant convié à un mariage. J'accepte bien volontiers la proposition, mais il est vrai qu'à Marseille, rien n'est vraiment pareil qu'ailleurs. Et le musée que nous inaugurons en est une illustration, par son ampleur, par sa majesté, par sa dimension exceptionnelle, par le décor qui est le nôtre aujourd'hui, par l'architecture, mais aussi par les collections et le message que vous envoyez. Un message de fraternité, un message d'intelligence, un message de compréhension et de réflexion. C'est un long travail qui se termine. Vous avez réalisé un équipement exceptionnel. Et le 7 juin, les premiers visiteurs découvrent leur musée. Et pour son ouverture, les visiteurs font la queue depuis ce matin pour enfin découvrir l'intérieur des lieux. C'est marrant comme ils mettent vraiment tout. C'est vraiment un mélange, hein. Tu as des choses sombres, tu as ça. Pervers. Inverti. Bricolera. Oui. Sale PD, salope, pédophile. On va te péter ta gueule de pédophile. Tu t'habilles comme un PD. Cabrero. Suceur de Cabrito. Une banda. Sexuel. Ah, ça, c'est pas une insulte. C'est magnifique, hein, franchement. J'en reviens pas. Bruno Susarelli, le président du MUCEM, s'était fixé l'objectif de 300 000 visiteurs par an. Dès le premier mois,
Ils étaient déjà plus de 200 000 à avoir investi les lieux. On peut être content de ce qu'ils ont fait. La nuit tombée, le Mucem se pare de ses tons les plus bleutés. La mise en lumière est signée Yann Kersalé. En ce jour d'inauguration, la Jordanie et l'Espagne sont réunies sur l'esplanade du J4. Le Khoury Project et Estrella Morente rapprochent ce soir les deux rives de la Méditerranée. Un symbole que le Mucem doit faire vivre.